Et Smartech, ça continue. Vous êtes de retour sur le plateau de votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. C'est désormais le moment de notre grand rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux qui est là pour l'incarner, le président de Gatsby, spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Delphine. Bonjour Guillaume. Et vous êtes venu accompagné aujourd'hui de Cédric Lagarrigue, senior advisor pour la banque Alantra dans le secteur du jeu vidéo. C'est pour ça que vous êtes là et aussi parce que vous êtes le cofondateur du studio The Dream Team. On va en parler tout à l'heure ensemble. Bonjour également Cédric. Bonjour. Mais avant de vous donner la parole, on va demander à Guillaume de nous faire déjà ce tour d'horizon nécessaire sur les enjeux business de l'industrie du jeu vidéo. Et on va débuter par une fin aujourd'hui, la fin de Stadia. Eh oui, la fin de Stadia, le service de cloud gaming que Google avait créé en 2019. Phil Harrison, le patron de la division Stadia, a annoncé que c'était terminé le 18 janvier prochain. Le service se finissait. Alors pourquoi le 18 janvier prochain et pourquoi pas aujourd'hui ? Tout simplement pour laisser un peu de temps aux joueurs de finir leur partie, leur quête ou leur mission. Alors, quelles sont les raisons qui sont avancées ou réelles, d'ailleurs, de cet arrêt ? Alors, il y a la raison officielle, avancée par Phil Harrison, c'est que Stadia n'a jamais rencontré son public. Alors, il avait déjà annoncé l'année dernière l'arrêt des studios de développement de jeux Google, et d'ailleurs, la communauté avait hurlé au fait que voilà, Google abandonnait le domaine du gaming et allait fermer Stadia. Google a dit « jamais on ne fermera Stadia ». Enfin, ils ont dit ça jusqu'à la semaine dernière, pardon. Et oui, Stadia, en fait, c'est moins d'1 million d'abonnés. Le Xbox Game Cloud, c'est 13,5 millions d'abonnés. Donc, vous voyez, c'est ce que Phil Harrison appelle ne pas rencontrer son public. Et effectivement, pour Stadia, faible nombre d'abonnés, une concurrence qui est nettement devant. Voilà, en fait, Google arrête. En fait, c'est un peu triste, mais j'ai envie de dire que Phil Harrison est un peu chat noir. Parce que quand il était chez Sony, il était en charge du lancement de la PS3, et le lancement de la PS3 était une catastrophe. Ensuite, il est passé chez Microsoft, il était en charge de la Xbox One, en fait, qui n'a jamais réussi à s'imposer face à la PS4. Maintenant, il est patron de Stadia, Stadia s'arrête. Bon, je sais que la chaîne recrute en ce moment, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure des choses que de regarder son CV. Ah, vous êtes sévère, Aussi, savoir échouer, redémarrer, ça fait partie des forces. C'est vrai, mais dans ce cas-là... de l'entreprise. C'est vrai. Alors, au-delà de ce constat d'échec qui est fait par Phil Harrison lui-même, comment vous expliquez ce rendez-vous manqué, finalement ? Alors, bon, je laisse de côté les arguments discutables autour du fait que Google n'a pas forcément la légitimité dans le monde du jeu vidéo, que Google n'a pas eu un vrai focus aussi dans le domaine du jeu vidéo. Il y a eu énormément d'acquisitions, énormément de dossiers qui sont échangés ces dernières années. En fait, Google était dans aucun d'entre eux. Pour moi, il y a 3 raisons qui peuvent expliquer l'échec de Stadia, qui sont effectivement intéressantes à analyser. D'abord, c'est le business model. Donc Stadia, on a acheté du hardware, on a acheté aussi, entre guillemets, un service, donc du software. Sur le service, entre guillemets, qu'on a acheté, en fait, on payait un abonnement, et ensuite, on payait des jeux. C'est un petit peu comme si vous vous abonniez à Netflix et que chaque fois que vous vouliez regarder un film, en fait, vous payez chaque fois que vous regardiez ce film-là. Bon. Donc, c'est un service qui est compliqué, la monétisation est compliquée, en fait, rebutant, et en fait, personne d'autre que Stadia ne faisait ça, en tout cas à grande échelle. Donc, un business model qui est en décalage complet avec ce que l'audience attendait. Ça, c'est 1. 2, il y a une promesse de convergence entre les services de Google qui ne s'est jamais produite. Une convergence entre Stadia et YouTube, dans la mesure où Google nous avait promis que quand on regardait par exemple Valorant sur YouTube, il y aurait un petit bouton à côté de la vidéo qui nous permettait d'appuyer dessus et de directement avoir Valorant sur Stadia. C'est une super bonne idée. Ce bouton, on ne l'a jamais vu sur YouTube. Convergence de services aussi entre Stadia et les assistants personnels de Google. Typiquement, je suis en train de jouer à un jeu sur Stadia et je demande à mon OK Google, comment est-ce que je fais pour terminer ma mission ? Parce que je suis sur le même identifiant à droite et à gauche, donc Google aurait très bien pu faire ça. Ça aurait été très sympa aussi comme idée. Ça n'a jamais vu le jour non plus. Troisième des raisons pour lesquelles, à mon avis, Stadia s'arrête, Stadia n'a jamais été compatible sur iOS. Et même sur Android, Google TV, jamais compatible. Ça fait quand même beaucoup. Oui. C'est dommage. Hop, terminé.
Et alors, que deviennent les sommes dépensées dans les jeux? C'est perdu, ça, pour les joueurs? Écoutez, là, sur ce sujet-là, Google a été un peu grand seigneur, puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient absolument rembourser tout le monde. Voilà, à la fois du hardware et à la fois des sommes dépensées dans le cadre du service. C'est quand même d'une élégance vraiment assez notable. Et ils ont même dit que le hardware qui avait été acheté dans le cadre de Stadia, en fait, les joueurs pourraient les regarder. Dans le même esprit, la société Ubisoft a dit aussi aux joueurs qui avaient acheté des jeux Ubisoft sur Stadia, en fait, qu'ils allaient pouvoir les héberger au sein de UbiConnect, qui est leur service effectivement de distribution. Alors, c'est pas un service de cloud, donc les joueurs ne pourront plus jouer dans le cloud, mais ils pourront quand même avoir accès aux jeux Ubisoft. En fait, c'est élégant, mais au-delà de tout ça, c'est quand même un vrai gâchis, ce Stadia, parce que techniquement, toute la communauté s'accordait à dire que la technologie de Google était vraiment la meilleure du monde. Et pourtant, ils arrêtent. Il y avait quand même un vrai drive. Google, dans le jeu, ça fait pour moi quand même sens. Voilà. Bon, ils arrêtent. Est-ce que c'est une opportunité pour les concurrents Microsoft avec le Xbox Game Cloud ou Amazon avec le service Luna? On en reparlera sûrement. Alors, on va continuer avec la suite de l'actualité. Et justement, on va reparler de Microsoft et du rachat d'Activision Blizzard. Alors, on a déjà beaucoup parlé du rachat Activision Blizzard. Ici, c'est pas de ça dont on va parler, mais des informations qui sont échangées lors des procès qui opposent Microsoft Activision à tous ceux qui veulent que la fusion échoue. À commencer évidemment par Sony, qui a très peur que les jeux d'Activision Blizzard ne soient plus disponibles sur la PlayStation et soient seulement disponibles sur la Xbox. Et parmi ces informations, on en sait beaucoup plus sur le CA généré par le Xbox Game Pass. Vous savez, le service de Microsoft qui permet pour 10 € d'avoir accès à une centaine de jeux. Et bien en 2021, le CA de ce service a fait 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Alors, c'est pas de la marge. On ne sait pas exactement quelle est la marge associée à ce chiffre d'affaires, mais c'est quand même un chiffre qui est très important, beaucoup plus important que le consensus, entre guillemets, qu'avait l'industrie sur ce service. Et puis, on se rend compte que c'est presque le chiffre des ventes hardware de Microsoft, qui font 3,9 milliards de dollars. Donc, le Xbox Game Pass devient core business, en fait, cœur de métier pour la division gaming de Microsoft. Ça, c'est un. Et la part de marché aussi, c'est une information qu'on apprend lors des échanges des procès, la part de marché du Xbox Game Pass de Microsoft, en fait, elle oscille entre 30, 40, 45%. C'est quand même énorme, et on pensait que Sony était très en avance avec son PlayStation Plus, et en fait, pas tant que ça. Microsoft, c'est 3 fois plus de revenus que le eShop de Nintendo, 3 fois plus de revenus, et c'est presque autant de revenus que le PlayStation. On comprend aussi pourquoi Sony a copié quelque part le Xbox Game Pass en transformant son service PlayStation Plus. Très intéressant. On a une autre actu à commenter ensemble, qui vient d'ailleurs de Sony, qui annonce enfin son PSVR 2. Eh oui, PSVR 2. Alors, depuis 2016, ils vendaient des PSVR. Le PSVR 1, ils en ont vendu 5 millions depuis 6 ans. Alors, grosso modo, à 200 € le PSVR, ça fait 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires sur 6 ans. Donc, 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, c'est énorme. Mais en fait, à l'échelle de Sony, en fait, c'est relativement faible. Et c'est d'ailleurs pour ça, et c'est ce qu'on avait expliqué sur votre antenne, que Sony n'avait pas lancé concomitamment le PSVR avec la PlayStation 5. Mais maintenant, voilà, ça y est, 2 ans après la sortie de la PlayStation, ils sortent leur PSVR 2. Alors, ils ont résolu plein de problèmes. D'abord, le problème des câbles. Avant, sur la PSVR, il y avait des câbles partout, des caméras. Maintenant, il y a un seul câble USB, il fait 5 mètres, donc on ne peut pas trop se prendre les pieds dedans. Et puis, il n'y a plus la caméra qu'on est obligé de poser sur sa télé, puisque la localisation et l'orientation de la personne est directement calculée depuis le casque et qui intègre des caméras. Donc, un plug and play très simple, très rapide et sans complications. Et puis, il y a des contrôleurs, il y a des vrais contrôleurs de verre. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait des espèces de bâtons là, avec des boules au bout, là, les PS Move qui ressemblaient grosso modo à rien. Ben voilà. Maintenant, on a des vrais contrôleurs pour les mains. Bref, que du mieux. Et puis, les spécifications techniques du PSVR 2 sont quand même pas mal du tout. Typiquement, on a une résolution de 2040 par 2000 pour chacun des œils. Donc, c'est
par rapport à la PSVR 1 qui était 980-1040, on a une résolution qui est 4 fois plus grande. Et puis on a un champ de vision à 110 degrés. Alors vous le savez, comme tous nos téléspectateurs, le champ de vision humain c'est 114 degrés. Donc vous voyez, 110 degrés pour le casque. On est presque dans une réalité virtuelle qui ressemble à celle qu'on peut avoir dans la réalité. Et puis, dernier point, Sony a intégré des caméras à l'intérieur même du casque pour faire du eye tracking. Donc, regardez un petit peu là où on regarde. Ça sert à quoi? Ça sert déjà à pouvoir regarder sur le côté sans avoir à tourner la tête et que l'écran bouge. Et puis, certainement, ça va donner moins mal à la tête et permettre des sessions de jeu un peu plus longues. J'ai l'impression que vous avez envie de l'acheter dans ce... Que du bien, oui, mais il y a un problème. C'est que Sony a annoncé la sortie du PSVR 2 la semaine prochaine. Moi, j'aurais bien demandé au Père Noël de m'apporter pour cette année. Oh là là, non, oui, ça tombe mal, c'est dommage. Hein. C'est dommage. Bon, on n'a pas le temps d'aller plus loin sur ces actus Game Business. Si on veut pouvoir interroger un peu notre invité, on a le plaisir d'avoir sur ce plateau aujourd'hui un acteur important de cette industrie, Cédric Lagarigue. Je rappelle que vous êtes senior advisor pour la banque Alantra dans le secteur du jeu vidéo. Déjà, ça consiste en quoi, votre métier ? Senior advisor, disons que ce sont des professionnels qui ont une carrière solide, un parcours solide dans une industrie. Donc le but, effectivement, moi je viens du jeu vidéo puisque j'ai fondé l'éditeur Focus Home Interactive que j'ai dirigé pendant 20 ans. Donc le but, effectivement, c'était de développer une expertise dans le secteur du jeu vidéo. La banque d'affaires avait tout de suite vu qu'il allait se passer pas mal de choses sur le secteur du jeu vidéo, notamment en ce qui concerne les acquisitions, les valorisations de studios. Donc moi je suis arrivé pour apporter cette expertise, mais aussi le réseau, puisqu'on a fait pas mal d'opérations avec des studios qui m'ont fait confiance. Par exemple, que je connaissais. Le premier qu'on a fait, c'était le studio Saber, avec lesquels je travaillais chez Focus. Et ça a été une très grosse opération qui a été un peu le coup de signal de la folie des fusions-acquisitions dans le jeu vidéo, puisque c'était une opération à plus de 500 millions d'euros. C'était notre première opération, c'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et c'était la plus significative opération depuis, je crois, Minecraft en 2010 ou 12. Bon, mais ça, avec Guillaume, on est habitué au montant astronomique dans le jeu vidéo. On n'arrive plus à compter les millions et les milliards. Alors, je disais en introduction de ce grand rendez-vous Game Business que vous avez également créé un studio indépendance de Dream Team. Ouais. Pourquoi cette décision, alors que justement, on a plutôt l'impression qu'on est dans une tendance à la consolidation sur ce marché? Justement, ça des opportunités aux investisseurs. Donc ça a été facile de faire une levée de fonds significative pour le studio, qui reste raisonnable par rapport à la taille du projet de The Dream Team. Alors, on a fait une levée d'à peu près, un peu moins d'1 million d'euros. Après, on est capable d'aller chercher d'autres financements pour compléter la production. Non, mais c'est Et la création, elle date de quand? Elle date de mai. Ça s'est créé assez rapidement. On a des super business angels et on a aussi la BPI qui nous accompagne sur ce projet. C'était intéressant. Moi, je viens du jeu vidéo en même temps de la finance maintenant. Donc, j'ai eu un coup de cœur pour ce projet. Pour les fondateurs, j'aurais proposé de monter un studio assez rapidement pour qu'ils soient capables de délivrer le jeu en 2024. Et c'est quoi votre marque de fabrique, la différence par rapport à ce qui existe sur le marché? Alors, les 2 associés avec lesquels je travaille sont des gens qui viennent du cinéma et de l'animation. Donc, c'est un petit peu différent. On va vraiment être une passerelle entre les métiers du jeu vidéo et de l'animation. Donc, c'est une proposition un petit peu originale, nouvelle. Ça se voit vraiment dans la retranscription graphique. C'est un peu du Pixar en jeu vidéo. Okay. Ça marche très très bien. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur. Bon. Ouais, ce qui est formidable, en fait, c'est qu'il y a énormément de studios en France qui se créent. Mais ce qui est particulier dans The Dream Team, c'est qu'on a une équipe de dirigeants qui est extrêmement expérimentée, dont effectivement fait partie Cédric. Et Romuald Capron aussi, qui était le directeur d'Arcane, qui est un des plus gros studios français, qui, comme moi, a dirigé sa société pendant 20 ans. Donc, Ils connaissent très bien le monde du développement, ils savent faire des jeux vidéo, mais ils savent aussi les éditer. Parce que ce que dit pas Cédric, moi je le connais très bien Cédric, et je sais toute l'humilité voilà. Et en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il était quand même le fondateur et le patron de Focus Interactive, qui est le plus gros éditeur français indépendant qu'on ait eu, qu'on ait jamais eu. Donc c'est quand même particulier. Moi, je sais que j'ai joué
énormément de jeux de Cédric. Farm Simulator, Vampire, enfin, je ne sais pas combien de... Pitfall, Plectel, enfin... Voilà, c'est un hitmaker, en fait. On a fait 20 millions de sellers, quand même. Il tourne aujourd'hui en financier, et c'est vrai que... Ça se passe bien aussi. Ça se passe super bien, mais c'est avant tout un industriel, c'est avant tout quelqu'un qui connaît parfaitement l'industrie du jeu vidéo pour l'avoir faite, notamment en France. Et moi, j'avais une question pour toi, Cédric. Effectivement, depuis quelque temps, on parle que de la croissance exponentielle du secteur. Toi, tu as vécu quand même des vagues, des montées, des descentes de cette industrie depuis 20-25 ans. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, j'ai envie de dire? La dématérialisation, je pense qu'avec Focus, on a été les premiers à aller dessus. Le marché, le secteur était vraiment en difficulté en 2008, après la crise et la chute aussi des consoles Nintendo DS. Donc les studios français étaient vraiment en grosse difficulté à l'époque, et je crois que ma plus grande fierté, c'est d'avoir accompagné des studios qui aujourd'hui font partie des meilleurs studios, et de les avoir amenés vers la dématérialisation, l'internationalisation. On a passé pas mal d'étapes avec succès, et je suis très fier aujourd'hui de voir le jeu vidéo français indépendant et même industriel. Enfin, avec aussi les grands groupes au firmament. Aujourd'hui, c'est une place forte du jeu vidéo international, et je suis fier de voir le parcours de tous sur ces 10 dernières années. Et justement, s'il y avait un studio ou une histoire française qui vous a le plus marqué, ce serait laquelle ? Il y en a tellement, j'ai envie de dire. C'est difficile d'en sortir une. J'adore Asobo, avec qui en plus d'avoir fait Plectel avec eux, je les ai aidés aussi avec ma banque d'affaires à faire une levée de fonds il y a 2 ans. Voilà, j'adore Dontnod, Cyanide, Spiders, Nadeo. Enfin, ils sont tellement nombreux, c'est difficile d'en sortir un. Ils sont tous, c'est des personnes exceptionnelles qui dirigent ces studios aussi. C'est des grandes aventures, des amitiés. Donc, et vous pensez que la croissance sur ce marché-là, elle va durer encore bien sûr, complètement. Plusieurs années? Oui, là on voit vraiment les efforts des GAFA comme des industriels. On parle des plateformes. On est encore loin du plafond. Bien sûr. On va arriver avec le cloud gaming. On va vraiment avoir une accessibilité totale aux jeux vidéo comme on l'a eu sur mobile. Donc on va avoir un élargissement de l'audience, et on va voir arriver des nouveaux contenus, des nouveaux acteurs. Enfin, ça va se renouveler sans cesse. Bon, on arrive à la fin de ce moment qu'on a passé ensemble avec grand plaisir. J'avais juste une dernière question. Ce sera quoi alors le premier hit de The Dream Team ? Je ne sais pas s'il sera un hit. On va faire tout pour en tout cas. Mais ce sera Darwin's Paradox qui sortira en mai 2024. Super. Merci beaucoup Cédric Lagary, donc Senior Advisor pour la banque Alantra dans le secteur des jeux vidéo, ancien dirigeant de l'éditeur français Focus Interactive et cofondateur du studio The Dream Team. Merci aussi Guillaume de Gatsby. À suivre notre chronique Où va le web.